Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous accueillerons deux groupes d'invités. Dans un premier temps, nous avons avec nous Madame Yvonne Helle, qui est directrice principale du programme des Nations Unies pour le développement. Avec elle, on va parler de cet impressionnant exercice de simulation qui va se dérouler dans un instant dans le nord du pays, au Cap-Haïtien en particulier, pour que les gens puissent savoir comment réagir si d'aventure la terre arrive à trembler et s'il doit y avoir un tsunami, comment les gens vont réagir. On va en parler dans un instant. Et dans un second temps, Jerry Lafortune sera avec nous et lui, il nous parlera de l'innovation technologique au profit du secteur de la restauration en Haïti. Mais notre première invitée, c'est Madame Helle, vous allez m'aider si jamais je prononce mal votre nom. Yvonne Helle, directrice principale du programme des Nations Unies pour le développement. Bonjour. Bonjour et grand merci d'être ici parmi vous. Voilà, et avec vous, comme je l'ai dit, et dans un instant, disons peut-être dans une heure, et il y aura un impressionnant exercice de simulation au Cap-Haïtien. Tout à fait. Et il est question d'observer la réaction des Capois s'il doit y avoir un tremblement de terre ou un tsunami. C'est ça le but. Bon, plus précisément, on a beaucoup d'objectifs dans cet exercice. D'abord, c'est la préparation du gouvernement local pour réagir dans un cas d'incident, soit tremblement de terre, soit tsunami, soit les deux. C'est aussi pour faire une éducation des jeunes et de la population afin de se mieux préparer pour un événement comme ça. Vous savez, on a à peu près 10 000 enfants qui vont à l'école chaque jour au bord de la mer. Et ces enfants, 6 heures par jour, sont donc très vulnérables s'il y aura soit un tremblement de terre et ou un tsunami. Donc on cible surtout les enfants dans les écoles parce que ça sont les adultes du futur. Parce que, comme vous le savez, on ne parle pas de si un tremblement de terre, mais on parle de quand un tremblement de terre. Donc c'est essentiel qu'on prépare la population du Nord, pas seulement des Cap-Haïtiens, mais aussi des autres villes comme Port-de-Paix, comme Fort-Liberté, comme Ouanamint, pour un éventuel tremblement de terre. Vous savez, si jamais il y aura un tremblement de terre qui se déroule à peu près 6 km de la côte, avec une profondeur de 10 km, il y aura un tsunami 15 minutes après le tremblement de terre. Et vous pouvez vous imaginer le chaos qui va suivre. Donc, c'est-à-dire, selon vos recherches ou encore vos expériences, les grandes vagues arrivent dans 15 minutes après le tremblement de terre. Tout à fait. Donc, l'évacuation doit être organisée dans l'intervalle de ces 15 minutes. Bon, tout de suite, le moment qu'on a un sentiment qu'il y aura un tremblement de terre, on fait l'évacuation. Mais je pense que l'effet d'un tsunami veut dire que tout le monde doit s'évacuer de la côte où le tsunami va toucher le plus. Donc, ça veut dire que les gens doivent se déplacer vers des endroits qui sont sûrs. Même s'il y a un tremblement de terre, ça veut dire qu'on cherche des endroits avec un espace qui est soit très ouvert, où il n'y a donc pas de risque, ou un endroit qui est sismiquement bien confirmé comme sûr. OK. Maintenant, et comme on l'a dit déjà, c'est aujourd'hui tout à fait. Que cet exercice va se dérouler. Oui. Est-ce que la population est au courant qu'il va y avoir cet exercice de simulation? Oui. Oui, la population est au courant. Vous êtes sûr que la population est au courant? Très sûr. On a investi pendant 6 mois pour informer la population avec tous les moyens que nous avons. Et bien sûr, c'est le gouvernement qui est en charge de cet exercice. Donc, on travaille très étroitement avec le DPC, sous le tutelle, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Donc, l'initiative est du gouvernement. Absolument. Et vous, au niveau du PNUD, vous apportez le soutien technique, logistique?
notre appui est toujours que technique dans le pays. Le PNUD est une agence technique qui donne l'appui technique selon les besoins du gouvernement. Donc le DPC nous a demandé de les aider avec la préparation de cet exercice. Donc on a fait 3 études l'année passée sur l'impact des séismes, sur la vulnérabilité des bâtiments et aussi sur l'impact des tsunamis avec l'appui de l'UNESCO. Et donc, ce qu'on est en train de maintenant de mettre en œuvre, c'est effectivement le plan stratégique développé par le DPC en cas de catastrophe de tel calibre. Donc, c'est effectivement le gouvernement qui a pris charge, le COUD dans le Nord, qui a pris charge de cet exercice, et sont eux qui ont fait toute l'information pour la population. Maintenant, comment ça va se passer? Et comment l'exercice va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont savoir qu'il y a un exercice de simulation? Vous allez leur parler à travers les mégaphones ou bien à travers la presse locale? Comment ça va se dérouler? Donc, il y a plusieurs mécanismes qu'on a mis en œuvre. D'abord, il y a les mégaphones, tel qu'on vous l'a dit. Il y a des voitures avec des mégaphones qui vont passer par les axes principaux. Il y a aussi un grand bruit qui va sonner pour informer les gens qu'il y a un désastre, qu'il faut une évacuation immédiate. Il y a beaucoup de volontaires qu'on a mis en place, et aussi des gens de sécurité afin de s'assurer que les écoles qui sont choisies pour cet exercice vont effectivement participer de bonne forme dans cet exercice. Donc on cible maintenant 4000 enfants et professeurs. Et je dois vous dire aussi qu'il y a même des écoles qui ont choisi de participer volontairement à leur propre initiative, justement pour prendre avantage de cette initiative. Il y a aussi une banque qui a par exemple décidé de participer. Donc il y a un énorme engagement de la population, parce que tout le monde se rend compte de la vulnérabilité du ville et aussi de l'importance de sauver leurs enfants, bien sûr, comme tout père et toute mère veut sauver leurs enfants. Le fait qu'ils sont bien préparés, c'est incroyablement important pour eux. Donc c'est ainsi que vous allez procéder dans les minutes qui vont suivre, là. Tout à fait. Vous avez déjà une équipe sur place au Cap, non? Tout le monde est là. On a déjà fait des entretiens avec la presse là-bas. On a fait une bonne formation aussi pour les bailleurs de fonds, parce que, comme vous le savez, c'est la responsabilité du gouvernement de gérer, mais il y a toujours un fort appui des bailleurs de fonds. Est-ce que vous ne craignez pas d'incidents pendant l'exercice? Pas vraiment, parce que franchement, dans une simulation, on est quand même calme. Donc on a instruit les enfants de ne pas courir, d'aller tout doucement, de promener. Et on a bien préparé tous les volontaires. Il y a tout un engagement de la population de Cap-Haïtien pour ça. Donc je pense que ça va se dérouler de façon très, très, très calme. En même temps, on va distribuer de l'eau pour tous les enfants. On a la Croix-Rouge qui est là, parce qu'on va aussi prendre avantage de cet événement pour informer les enfants encore avec des simulations dans le gymnasium pour qu'ils comprennent vraiment de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a pas de meilleure formation que réelle, non? Dites-nous, est-ce que vous prévoyez des dégâts importants s'il doit y avoir un tremblement de terre suivi de tsunami dans le nord du pays? Vous prévoyez que beaucoup de gens vont mourir? Oui, je pense que peut-être parfois on ne se rend pas compte comme Haïti est vulnérable. Et je pense que surtout Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Fort-Liberté, Ouanaminthe, toutes les villes sont très vulnérables à les tremblements de terre. Et on a fait une étude l'année passée pour mesurer cette vulnérabilité. On s'est rendu compte que dans un tremblement de terre de cette magnitude, donc de 6,7, il y aura quand même 10% de la population, donc 65 000 personnes qui vont décéder. Et il y aura aussi 350 000 personnes à peu près qui vont être sans abri. Il y aura beaucoup de bâtiments qui vont être complètement détruits ou fortement endommagés. Donc 10%, vous avez dit que 10% de la population seront affectés ou bien périront? Décédés. Quand on parle de gens endommagés, on parle de nombre beaucoup plus élevé. OK. Et plus de 350 000 personnes seront sans abri. Oui. Et là, à travers cet exercice que vous allez faire aujourd'hui, vous pensez que
le choc pourra être atténué si les gens arrivent à respecter les consignes? Bon, je pense que c'est presque impossible de se préparer pour un choc comme ça. Au même temps, on fait tout notre possible afin de au moins informer les gens. Parce que finalement, si on est bien informé, on a déjà fait les exercices plusieurs fois, il y a une possibilité que dans toute la panique et tout le bruit, l'eau et le déchet et ce qui se passe, il y a une partie de la personne qui va dire « Ah, je dois aller tout de suite en eau, je dois aller vers le gymnasium, je sais que les gens vont m'aider. » Et donc, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on compte avec l'éducation des enfants déjà, mettre ça dans leur main-d'œuvre. Ok. Il y a des espaces d'accueil tout à fait aménagés pour la circonstance. Donc là, quelle est la capacité de cet espace? Combien de gens vous pourrez accueillir? On a beaucoup plus d'espace que les 2 espaces qu'on utilise cette fois-ci, parce que c'est qu'un exercice pour 4000 personnes. Et dans ce sens, à ce moment, on a un espace pour à peu près 5000 personnes. Et les gens qu'on va accueillir, c'est à peu près 4000, donc on a suffisamment d'espace. Et on espère que ça va être un bon succès. Et vous allez passer toute la journée de ce vendredi à ne gérer que cela, ou bien c'est un exercice seulement de quelques minutes ou bien de Non, quelques donc ça heures? démarre maintenant à 9h30 et l'exercice en soi, ça ne sera que 2 heures. 2 heures. Et dans cet exercice, on regarde le fonctionnement du coude, le fonctionnement du plan, le niveau d'appropriation de ces plans du gouvernement local, aussi le niveau d'apprentissage des enfants, le fonctionnement de ce plan stratégique quand on le met en œuvre. Et comme ça, on aura beaucoup de leçons apprises. Et je pense que le plus important de cet exercice, c'est effectivement de prendre avantage de ces leçons apprises et de les intégrer dans la planification qu'on a déjà mise en œuvre, et aussi de former les gens même plus sur les éléments de l'exercice qui ne sont pas bien déroulés. Et cet exercice-là va être repris dans d'autres villes du pays? Ou bien le Cap haïtien est le premier, encore, c'est la première ville et la dernière en même temps? Ça veut dire qu'on a déjà fait des exercices dans le passé, parce que comme je vous ai mentionné, UNESCO est aussi très engagé, parce que ce sont eux qui ont fait les études sur le tsunami. Donc on a déjà fait 13 exercices sur le tsunami, parce que même s'il y a un tremblement de terre beaucoup plus nord, qu'on ne sent pas en Haïti, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un tsunami. Donc, je pense que dans ce sens, même si on n'est pas touché par un tremblement de terre qui touche directement Haïti, il y aura la possibilité que dans les failles qui sont plus dans le nord, il y aura effectivement un tsunami. Là, on aura un peu plus de temps de se préparer, mais quand même, les gens savent très bien comment se préparer. Alors, on va consacrer les dernières secondes de cette émission à quelques explications sur un tsunami. Et pour le tremblement de terre, les Haïtiens ont une grande idée de ce que c'est. Oui. Mais pour le tsunami, on entend seulement parler de tsunami. Alors, Madame la directrice principale du programme des Nations Unies pour le développement nous dira que un tsunami, c'est des grandes vagues, des vagues de plusieurs hauteurs qui arrivent sur les gens. Bon, les tsunamis peuvent avoir des forces et des quantités de l'eau différentes. Ça dépend du type de tremblement de terre. Et donc, le tsunami qu'on simule maintenant, ça veut dire aujourd'hui, c'est un tsunami qui est causé par un tremblement de terre 6 km de la côte de Cap-Haïtien, avec une profondeur de 10 km et une force de 6,7 sur l'échelle de Richter. Ça cause un tsunami de 2 mètres, donc des vagues de 2 mètres. Donc on a une bonne idée sur jusqu'à quel niveau ce tsunami va toucher la ville de Cap-Haïtien. Et dans ce sens, on a fait des cartes aussi pour la protection civile. Donc ces vagues-là ont la force de détruire les maisons aussi? Absolument, ça détruit de tout.
Et je dois vous dire, j'avais un entretien avec le Premier ministre et sa famille habite aussi dans le Nord. Il m'a dit, j'ai vu effectivement les signes sur la démarcation où le tsunami va arriver. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup d'informations, on a mis en œuvre ça dans les endroits de Cap-Haïtien qui vont être touchés. Mais je dois vous dire, si jamais il y aura un tremblement de terre qui se trouve plus loin du côte, l'impact sera différent. Donc ça veut dire plus fort ou bien... Ça dépend. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps d'arriver en Haïti, mais ça peut être plus fort. Tout à fait. Merci, Madame Yvonne Helle. J'espère que les Capois comprendront la nécessité de bien réagir et comprendront aussi la portée de cet exercice, le sens et l'importance de cet exercice que vous allez organiser dans un instant, disons ce vendredi, à Cap-Haïtien, où il s'agit d'un exercice de simulation. Comment réagir? Comment se comporter s'il y a un tremblement de terre suivi de tsunami? Qui ça moun au Cap après le fait? Donc, nous invitons à comporter avec discipline, puisque pour gagner un pile bruit, pour gagner monde qui va annoncer que gagner un tremblement de terre, Timounio pas de trop paniquer. Donc, c'est un exercice de simulation. Encore une fois, Madame Helle, merci. Merci à vous. Voilà, et Yvonne Helle du Programme des Nations Unies pour le Développement, avec qui on parle de cette séance de simulation qui va se dérouler dans un instant au Cap-Haïtien, aux alentours de 9h30 ce matin. Et séance de simulation, ou encore exercice de simulation sur un tremblement de terre suivi de tsunami. Merci aux gens du Nord, merci aux amis du Nord qui nous ont prêté attention. Merci à vous tous également. Ne quittez pas, on va revenir dans un instant avec un deuxième groupe d'invités. Jerry Lafortune sera avec nous. Il va nous parler de l'innovation technologique au profit du secteur de la restauration en Haïti. Merci de votre intérêt. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Comme annoncé, nous accueillons Jerry Lafortune de Foodiger, avec qui on parle de cette innovation technologique introduite dans le secteur de la restauration en Haïti. Jerry Lafortune, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Andel, bonjour à tous ceux qui écoutent Radio et Télé Métropole ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, petite présentation succincte, je dirais, de Foodiger, c'est quoi? Ok, Foodiger, c'est une entreprise qui a été fondée en Turquie en 2014 et c'est une entreprise qui travaille dans le secteur de la restauration. On ne vend pas du pain, du sandwich, du riz, du lard au restaurant. Ce qu'on leur permet de faire, c'est d'atteindre un plus large marché, c'est de leur offrir beaucoup plus d'opportunités de vente et ce qu'on permet aux consommateurs finaux, c'est d'avoir beaucoup plus de choix. Là, ce service est destiné à qui? Aux restaurateurs ou aux clients? Ce service est destiné aux deux catégories, aux restaurateurs et aux clients. Comment ça s'explique? Nous nous sommes rendus compte qu'en Haïti, il y a pas mal de problèmes qui empêchent aux gens de manger correctement dans les restaurants. Et les problèmes sont de divers ordres. Le premier problème, il s'agit du côté perception. Les gens pensent toujours que les restaurants vendent cher ou qu'il faut un certain code vestimentaire pour aller à un restaurant. Ça cause problème. Le deuxième problème, c'est l'accessibilité. Les gens veulent toujours manger et les gens mangent généralement dans les restaurants pendant les heures de pointe. Et c'est pendant ces heures qu'il y a beaucoup plus d'embouteillages dans la rue. Ça décourage pas mal à laisser leur bureau, à laisser leurs écoles pour se rendre à un restaurant. Le troisième côté, c'est le côté marketing. Les restaurants ne font pas d'efforts de communication pour faire connaître au grand public ce qu'ils ont comme menu, ce qu'ils ont comme prix, ce qu'ils ont comme catégorie de menu. Par exemple, il y a des personnes diabétiques qui ne mangent pas n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont végétariennes qui ne mangent pas n'importe quoi. Alors, ces personnes-là ne savent pas dans quel restaurant elles doivent y aller. Ça cause problème aussi. Et si vous allez dans un restaurant, il y a un problème qui se passe. Par exemple, vous trouvez un cheveu dans le jus. Peut-être que le propriétaire du restaurant soit la dernière personne à le savoir. Parce qu'en Haïti, ce qu'il y a comme problème, les personnes qui donnent le service à la clientèle ne savent pas ce que c'est et les personnes qui le reçoivent ne connaissent pas leurs droits. Il y a toujours ces problèmes qui constituent un mur entre les restaurateurs et les consommateurs. Foodiger est sur le marché et Foodiger abat ce mur. Comment Foodiger le fait? Foodiger a mis à la disposition des consommateurs deux outils. Une application mobile et un site web. Les deux permettent de faire exactement la même chose. Une fois que vous allez sur le site web qui est www.foodiger.com, Foodiger s'écrit Foodiger,
F-O-O-D-I-G-G-E-R, je reprends, F-O-O-D-I-G-G-E-R, vous allez avoir accès à divers restaurants, tout comme on peut le faire via l'application. L'application, c'est aussi Foodiger. Vous allez sur App Store ou sur Play Store, vous téléchargez Foodiger. Et une fois que vous téléchargez Foodiger, vous allez créer un compte comme on crée un compte sur WhatsApp ou sur Facebook. Et puis, à partir de la création de ce compte, vous aurez accès à divers restaurants, que ce soit à Delma, que ce soit à Pétionville, que ce soit à Port-au-Prince. Quand je parle de Port-au-Prince, je parle de Bourdon, Turgeau, Air de Champ-de-Mars. Et nous venons tout juste de signer avec un restaurant qui se trouve au Bicentenaire. Mais on n'a pas encore mis ce restaurant en ligne. Les gens savent déjà de quel restaurant il s'agit. C'est un ancien restaurant qui a marqué les années. Donc là, vous apportez les restaurants aux clients. Exactement. Parce qu'à partir de ça, tous ceux qui ont un smartphone ont leur restaurant en poche. Donc il y a 2 outils nécessaires, vous avez dit. Oui. Un site web et son téléphone et une application intelligent. mobile, exactement. OK. Et à partir d'un téléphone, je peux placer mes commandes? Oui, à partir du téléphone, je vais vous expliquer ça rapidos. À partir de votre téléphone, vous allez télécharger ça, créer un petit compte et puis vous allez voir ces restaurants. Et une fois que vous voyez ces restaurants, vous allez voir leur menu. Vous allez voir leur prix. Vous pouvez faire un slide pour voir les différents articles qu'il y a dans le menu. Vous allez voir également leur prix, comme j'avais dit tout à l'heure, et vous pourrez placer des commandes. Et lorsque vous placez ces commandes, vous pourrez demander à ce qu'on vous livre là où vous voulez. Par exemple, vous êtes à Télémétropole là maintenant, vous pouvez dire, je suis à Télémétropole, venez livrer ça pour moi. Vous allez simplement mentionner l'adresse. Et comment ça arrive? Lorsque vous placez cette commande, vous allez voir que la commande est en attente. Pourquoi c'est en attente? C'est parce que le restaurant ne sait pas encore qu'il peut préparer. Tout comme lorsque vous allez dans un restaurant et que vous dites, est-ce que je peux trouver quelque chose? Dans le menu qu'on vous a proposé, la personne vous dit, je vais vérifier à la cuisine. C'est en attente, vous êtes en attente là dans le restaurant lorsque vous y êtes physiquement. Alors, c'est égal pour Foodiger. On vous dit que c'est en attente. Et dans 1 minute ou 2 minutes au plus tard, le restaurant va vous répondre pour vous dire, monsieur, votre commande a été approuvée par une notification, comme vous recevez une notification par Facebook ou par WhatsApp. À part le fait que votre commande a été approuvée, une fois que la commande est approuvée, nous, à Foodiger, on a un système qui nous permet de voir la localisation de chacun de nos livreurs en temps réel. Et on assigne en un clic cette commande à un livreur. Et le livreur a un système en main aussi qui va lui permettre de voir, il y a Wendell qui a fait telle commande de tel restaurant et il doit apporter ça à tel endroit pour M. Wendell. Et le livreur va prendre ça. Une fois que le livreur prend ça, le livreur va sceller ça parce qu'on parle quand même de nourriture. Parce que c'est comme si on se porte garant pour les restaurants. Et on scelle ça. Et lorsqu'on scelle ça un tout petit peu, et c'est la personne qui va manger ça qui devra enlever le stickers. Et puis, une fois que le livreur scelle ça, le livreur va cliquer sur un petit bouton qu'il y a sur son système et vous allez recevoir encore une notification pour dire que votre commande est déjà en route. Et une fois que le livreur arrive à l'endroit indiqué, le livreur va vous passer un petit appel pour vous dire Monsieur Randel, vous avez commandé telle chose de tel restaurant, on est déjà là, et vous pourrez sortir pour récupérer votre plat. Et comment et quand payer? On paie? Ok. On est déjà pour parler avec des entreprises qui font du transfert monétaire en Haïti. Sous peu, les gens pourront payer par carte de crédit, par mon cash, etc. Mais pour le moment, on permet aux gens de payer à la livraison. Mais même si vous donnez l'argent au livreur, cela ne vous habilite là pas pour autant à prendre le plat. Il y a un code il y a un code secret que le système fournit à la personne qui avait placé la commande. Une fois que vous donnez ce code au livreur, le livreur va vous donner le plat. Mais si vous ne pourrez pas donner ce code de livraison, vous ne pourrez pas avoir accès à ce plat. On a mis ça comme mesure de sécurité parce qu'on veut s'assurer que c'est exactement la personne qui avait placé la commande qui a reçu le plat. Aujourd'hui, il y a combien de restaurants en ligne? La base est en construction, on a environ une quinzaine de restaurants. Et il y a des restaurants à Delma, il y a des restaurants à Port-au-Prince, il y a des restaurants à Pétionville. Et la majeure des restaurants se trouve à Pétionville. Mais la base est en construction, on va continuer à ajouter d'autres restaurants sous peu. Et vous avez déjà beaucoup de clients? Nous avons déjà pas mal de clients. Généralement, ce sont les universitaires et les professionnels qui commandent parce qu'il y a une grande communication qui n'a pas encore été faite. Et nous développons un petit truc là maintenant pour que nous puissions toucher beaucoup plus de clients. Mais sous peu, on est sûr qu'on va avoir, que tout le monde va commander, que ce soit des professionnels, que ce soit des étudiants, que ce soit des écoliers, tout le monde va avoir accès à ce grand service innovateur dans le secteur de la restauration. Vous pensez que ce service répond effectivement à une nécessité en Haïti aujourd'hui? Ah oui, effectivement. Parce que vous ne me diriez pas le contraire non plus. De toute façon. Non, si c'était le contraire, on n'allait pas nous engager. C'est parce qu'on a senti le besoin. Mais écoutez, qu'est-ce que ça coûte aux consommateurs? Aux consommateurs, ça leur coûte pratiquement rien du tout.
Parce que c'est comme le consommateur paie le plat, commandé via Foodiger, pour le même montant que s'ils étaient dans le restaurant physiquement. Mais qu'est-ce que vous bénéficiez? Qu'est-ce qui revient à vous? Et dans le contrat qu'on fait avec le restaurant, et on a un petit pourcentage que l'on prélève sur toute commande qui passe à travers Foodiger. Et puis, on demande aussi au consommateur de donner un petit frais de livraison. Parce que si le consommateur devait prendre sa voiture ou sa moto ou envoyer quelqu'un chercher ça pour lui, il allait quand même donner un petit truc à la personne qui allait chercher, ou il allait mettre du carburant dans sa voiture ou dans sa moto pour faire ça. Cela veut dire qu'on perçoit un petit frais de livraison pour chaque livraison qu'on fait. Est-ce que tous les restaurants avec lesquels vous avez signé ce contrat ont des moyens de livraison? Il y a des restaurants qui ont des moyens de livraison, mais qui préfèrent utiliser notre service de livraison. Pourquoi? Pour faire la livraison, ça demande un coût. Il faut qu'il y ait des livreurs que vous devez payer. Il faut que vous ayez des motocyclettes que vous devez acheter. Et Foodiger vous offre tout ça. Et on ne demande presque rien aux restaurants pour leur fournir ce service assez intéressant. Non, mais comment vous faites? Comment vous livrez? Nous avons une flotte de livreurs qui est déjà disponible. Et nous les plaçons par pôle. Nous avons des livreurs qui sont déjà à Delma. Nous avons des livreurs qui sont à Pétionville, nous avons des livreurs qui sont à Port-au-Prince. Vous avez déjà, au total, vous avez combien de livreurs? Nous avons en service, nous avons environ une dizaine de livreurs en service, mais nous avons une flotte de livreurs en attente. Ça veut dire au cas où, par exemple, après avoir laissé cette entrevue, qu'il y a 5000 personnes qui voulaient placer des commandes, on va simplement appeler les livreurs qui sont en attente et leur demander de venir travailler. Et comment, qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est un travail normal? Oui, c'est un travail normal. Ils ne vivent pas seulement des pourboires, non? Non, pas des pourboires, ce sont des employés de Foodiger. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, on permet aux clients d'avoir un service à la clientèle de classe mondiale. On traite aussi nos employés très bien. Donc là, vous gérez, vous faites la coordination, je dirais, entre les restaurants et les consommateurs. C'est ce que vous faites. Exactement. Et ce sont vos livreurs, vos employés qui font la livraison. Qui font la livraison, exactement. Donc le restaurant de son côté, lui, fait quoi? Le restaurant, on donne au restaurant le système pour qu'il puisse voir quand est-ce que les commandes vont arriver. Et une fois que le restaurant voit ça, le restaurant va préparer le plat, il va cliquer sur approuver s'il a les articles nécessaires. Il peut arriver que le restaurant n'a pas les articles nécessaires pour préparer un plat commandé. Ce que le restaurant fait à partir de ce moment, à partir d'un clic, le restaurant va refuser la commande, mais le restaurant va tenter d'envoyer un petit message au consommateur pour lui dire, bon voilà, vous avez commandé du cabri, le cabri n'est pas disponible, par contre on a du poulet. Parce que le restaurant vous propose toujours quelque chose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui se passe mal, vous pourrez envoyer un petit message au restaurant pour lui dire, bon monsieur, j'ai commandé un jus, et voilà qu'il y a un cheveu dans le jus. Et le contrat qu'on a fait avec le restaurant, on leur demande de traiter aussi les clients comme n'importe quel client dans le monde entier. S'il y a quelque chose qui se passe mal, le restaurant va vous appeler et est en train de trouver un terrain d'entente. Par exemple, si vous avez trouvé un cheveu dans votre jus, le restaurant vous dit, monsieur Wendel, ne touchez pas à votre jus, on vous apporte un autre. Bon, en général en Haïti, il n'y a pas de service, il n'y a pas de courtoisie. Et vous pensez qu'à travers cette innovation technologique, on aura droit à un service courtois, je dirais, où on va respecter le consommateur? Ça n'existe presque pas en Haïti. Mais ça n'existe presque pas, c'est pour ça que Foodiger est venu sur le marché, parce qu'on veut donner le ton. On veut donner l'exemple aux entreprises haïtiennes. On dit toujours que les Haïtiens ne savent pas faire tout ce qu'il y a de bon. On veut donner l'exemple, on peut montrer qu'on peut faire de grandes choses, on peut montrer qu'on respecte les consommateurs, qu'on respecte les clients. Parce que nous, en Haïti, nous sommes un peuple fier. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous le faisons. Et on a tracé l'histoire. Et Foodiger va faire cette histoire en Haïti, de montrer que les consommateurs peuvent être traités comme des consommateurs de classe mondiale. Sur quelle base vous avez choisi vos livreurs? Les livreurs, comment on les choisit? On lance un avis de poste vacant. Et puis, il y a des gens qui ont quand même posé des CV. Et on les appelle, on leur trie par capacité d'expression, par réflexe, et par spontanéité, et puis par leur capacité à conduire une motocyclette ou un véhicule. Je rappelle, Jerry Lafortune, que vous êtes responsable des relations publiques, c'est ça? Responsable marketing et des relations publiques. Et de Foodiger. Mais vous n'avez pas défilé pour notre public. Foodiger, c'est food à votre portée ou nourriture à votre portée. Parce qu'avec Foodiger, en téléchargeant l'application Foodiger, vous avez vos restaurants en poche. Vous pouvez avoir 2 restaurants préférés, Wendel. Vous n'êtes pas obligé de vous y rendre chaque jour. Vous pourrez rester ici,
vous cliquez sur votre application, vous mangez de ce restaurant. Mais les restaurateurs aiment aussi le contact physique des gens. Oui, c'est pour ça qu'on leur permet aussi d'annoncer des événements. On les encourage à annoncer des événements via notre application parce qu'ils peuvent faire ça. Parce que, je vais vous donner un exemple. Il y a un restaurant qui s'affilie avec nous qui a un Jazz Night chaque vendredi. Le restaurant annonce ça via l'application. Et les gens viennent. Parce que les gens mangent de ce restaurant et quand ils vont sur l'application, ils voient ce restaurant, les gens voient qu'il y a un petit truc qui va être organisé ce vendredi dans l'après-midi. Et puis, les gens vont venir. Et les gens viennent ordinairement pour s'amuser un tout petit peu. Parce que ce qu'on permet, les gens ne peuvent pas toujours venir au restaurant. C'est vrai que les restaurateurs aiment les contacts, mais les gens ne peuvent pas toujours venir. On permet au restaurant de vendre leurs plats, même quand personne ne vient s'asseoir physiquement dans le restaurant. Et un petit rappel sur la manière de procéder pour accéder à ce service? Si vous avez un ordi, vous n'avez qu'à taper www.foodiger.com. Foodiger, c'est F-O-O-D-I-G-G-E-R. Je reprends, F-O-O-D-I-G-G-E-R. Pour l'application, vous faites exactement la même chose. Vous allez sur Play Store ou sur App Store si vous avez un iPhone. Et vous écrivez Foodiger, F-O-O-D-I-G-G-E-R. Vous allez créer un petit compte, comme on crée un compte sur WhatsApp ou sur Facebook. Et puis, à partir de ce moment, vous avez accès à divers restaurants et vous pourrez manger à cœur joie. Merci, Jerry Lafortune. Bonne chance et surtout bon week-end. Merci à vous, Randel. Bonne chance à vous et bon week-end à vous également. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 groupes d'invités aujourd'hui. Dans un premier temps, Yvonne Heller du Programme des Nations Unies pour le Développement, directrice principale évidemment. Et dans un second temps, Jerry Lafortune de Foodiger. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.